sur IDFM 98 FM. Place à l'initiative Sport. Chaval est KO. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Deux fois ça, c'est pas vrai. Petit pli, allez, un petit dunk. Quelle action du Stade Français, c'est magnifique. C'est parti. Le drop de Wisniewski, va petite passe entre les poteaux, c'est manqué. Je pense que je peux faire un bon travail pour aider le PSG à devenir un grand club en Europe. Bonjour à tous. Comme chaque vendredi 13h, Initiative Sport revient sur les ondes d'IDFM 98 FM avec Greg Drouillat, avec Linden Mitello, Eddie Amari et bien sûr DJ High Level à la technique. Et au menu du jour, outre les infos de notre ami Greg en première partie, nous retrouverons le grand débat et au programme Linden. Aujourd'hui, on va parler de football, la liste de l'équipe de France, Gourcuff, Fiangambiwa absent. On va voir avec Eddy pourquoi. Ensuite, on va parler de foot italien, l'affaire de corruption et des paris justement. Et pour finir, on va faire un petit tour en Formule 1 justement parce que cette année, le titre se joue entre 6 voire 7 personnes, donc on va en parler. Enfin d'émission, on vous l'avait dit, nos équipes sont à Roland-Garros pour la 15e. On va débriefer cette semaine historique en 3e partie. Mais pour l'heure, il est 13h passé de quelques minutes. Merci d'être toujours fidèle à Initiative Sport. C'est l'heure justement de votre émission préférée. Les rendez-vous sportifs du week-end dans votre région, c'est tout de suite, tout de suite, dans Initiative Sport sur IDFM 98 FM. Vous connaissez le principe, 10 minutes pour débriefer l'actu sport en Ile-de-France avec Grégory Drouillat. Et on commence avec du football car ça bouge en dehors des terrains. On va commencer avec des petites nouvelles du PSG parce que hier on a eu le droit à la présentation du maillot, la présentation du maillot à domicile. Un maillot qui pourrait faire jaser, je sais pas si tu l'as vu Eddy, toi grand supporter parisien. Grand supporter, non, me grille pas. Non, enfin, supporter parisien parce qu'il est tout bleu avec juste un petit liseré blanc et rouge. Ça. Donc pratiquement entièrement bleu. Voilà, les couleurs sont respectées, donc c'est essentiel par rapport à ce qu'on a vu chez certains grands clubs français comme Lyon ou Marseille. Le style est plus ou moins respecté, mais bon, j'aime bien le style. J'ai déjà entendu chez certaines personnes dire qu'il n'y avait pas assez de rouge. Ça manquait de rouge. Oui, on a connu un maillot il y a 2-3 ans où il y avait vraiment un style de maillot de baseball américain qui était vraiment très moche. Mais celui-là, ça va, il passe. D'accord. On a eu également le droit hier à la présentation du calendrier. Alors j'ai les grandes dates pour le PSG. Bon, premier match, c'est bizarre. Encore un PSG Lorient. Encore un PSG Lorient. Voilà. Le PSG terminera sa saison encore sur le synthétique de Lorient. Premier choc de la saison, Lille PSG 4e journée le 1er septembre. Le Classico aller OM PSG 8e journée le 7 octobre. Le match aller contre Montpellier, ce sera à la Mosson pour la 12e journée le 11 novembre. Premier choc au Parc des Princes PSG Lyon la 18e journée. Donc ce sera le 16 décembre. Le Classico retour. Linden, sort d'internet là. Commande pas tes places tout de suite, c'est bon là, arrête. Classico retour PSG OM 26e journée le 23 février 2013. Et puis le match retour contre Montpellier, la 30e journée, le 30 mars 2012. Voilà. Et puis surtout, la Ligue, oui, a prévu, s'est mis d'accord avec la fédération pour que la finale de la Coupe de France se joue après la 38e journée de Ligue 1. Donc c'est bien, on va avoir une saison l'année prochaine avec en finale la Coupe de France et puis avoir des clubs qui vont jouer le coup jusqu'au bout parce qu'on sait quand les clubs gagnent la Coupe de la Ligue ou la Coupe de France ne jouent plus à fond le championnat, sachant qu'ils sont déjà qualifiés en Coupe d'Europe ou non. Côté transfert, Ezekiel l'avait dit, c'est fait selon nos confrères de la Gazzetta dello Sport et de l'équipe. L'agent, Alejandro Mazzoni devrait être à Paris cet après-midi pour signer le contrat et voir les derniers détails du contrat. Ce serait une somme de 26 millions d'euros, quelques bonus qui devraient monter à 30. C'est bien négocié, 26 millions honnêtement. Pour l'Avédi, je pense que c'est pas mal, voilà. Et puis le PSG, sinon on a encore entendu 10 000 rumeurs, donc on va arrêter de les dire et on verra la date d'ouverture du mercato, c'est le 13 juin, donc à partir du 13 juin, je pense que ça va vraiment bouger réellement bouger. On a eu Messi au PSG, le lendemain on a eu la mort de Messi. Mais l'Inter n'a pas dit son dernier mot sur l'affaire Lavezzi, même si le joueur veut vraiment venir au PSG pour jouer la Coupe d'Europe. L'Inter a fait une dernière offre selon certaines sources. Proposerait Goran Pandev qui a déjà joué un an au Napoli qui était prêté, a proposé Juan Jesus, un jeune défenseur brésilien, défenseur central, plus 15 millions d'euros. Donc est-ce que ça pèsera dans la balance ou non Il joue pas la Ligue des Champions. Ça dépendait. Aux dernières nouvelles, la Gazzetta disait que l'Inter avait renoncé parce que c'était vraiment trop cher. En CFA2, l'entente Sanoise Saint-Gratien dispute la 30e et dernière journée. Les Valdoisiens jouent sur la pelouse de Calais. S'ils s'imposent et que Chambly perd à Grande-Sainte, ils monteront en CFA. Les matchs commencent demain à 18h.
Parfait Greg, parfait. Et on passe au rugby. Le top 14 suit son cours sans le Stade Français. Sans le Stade Français, sans le Racing, on dispute les demi-finales. Demain, Toulouse affronte le Castres Olympique et dimanche, Clermont joue contre Toulon. Et puis Philippe Saint-André, le sélectionneur du 15 de France, a fait appel à 28 joueurs pour la tournée en Argentine. Parmi eux, il y aura 3 joueurs du Stade Français, Atoub, Zarzewski et Papé, qui sera d'ailleurs capitaine, et un joueur du Racing, Benjamin Fall. À noter également le retour de la grande star, de la grande vedette du rugby français, Frédéric Michalak. Ah, et ça fait plaisir. C'est l'heure du basket et justement, on va disputer les demi-finales de Pro A. De Pro A, c'est ça. Ce soir, Chalon-sur-Saône accueille Orléans. Demain, Le Mans reçoit Cholet. Et puis la Ligue de basket nationale a annoncé hier la disparition de la semaine des As, qui sera remplacée dès l'année prochaine par la Disneyland Paris Leaders Cup. Qui regroupera les 8 meilleures équipes du classement. C'est en partenariat avec le PSG, ça, non? Pas encore, mais ça se disputera donc à Disney Village. Donc à la place de la semaine des Néas, on aura un tournoi à Disney Village, donc dans la Disney Events Arena du 15 au 17 février 2013. Et après on nous dit que le football est un sport business où il n'y a plus d'âme. Alors là, ça mériterait quelques sifflets. Très honnêtement, c'est vraiment pas terrible. On passe au hand. Et si le championnat de France de première division a rendu son verdict mercredi soir, Greg, vous avez une bonne nouvelle à nous annoncer. Un ouf de soulagement, puisque le Paris Handball a réussi à se maintenir en division 1 au terme d'une dernière journée plein de suspense. Les Parisiens qui jouaient sur le terrain de Chambéry se sont lourdement inclinés en Savoie. Ils devaient donc attendre le résultat de Ivry-Istres, et grâce au match nul arraché par Ivry, les Parisiens se sauvent donc et Istres descend en compagnie de Nîmes. C'était une image extraordinaire. Les Parisiens avaient fini le match avant et ils regardaient tous sur un petit poste à Chambéry, un petit poste qui faisait 3 mètres. Et regardez tous la fin du match Ivry-Istres, et Ivry égalise à la dernière seconde, et les Parisiens couraient sur le terrain de Chambéry, c'était exceptionnel. Et la deuxième bonne nouvelle pour les Parisiens, qu'est-ce que c'est Greg? Eh ben les Qataris, Qatar Sport Investment reprend le Paris Hand, les propriétaires du Paris Saint-Germain. Est-ce qu'on va se diriger sur un Paris Saint-Germain omnisport? J'en suis pas sûr encore. Mais en tout cas, les Qataris commencent à faire plein de mesures, à tout prendre à Paris. C'est pas mal, Ali Ndoula ou Haro, ils vont trouver leur place autre part. Ça attaque. Oh, il a le droit au sifflet, je sais pas. Dès le journal, tu pourrais quand même te calmer. Vous, bien sûr, j'imagine ce que vous êtes en train de vous dire derrière votre radio. Greg Drouillat ne nous a pas parlé de tennis. Mais non, surtout, restez avec nous puisque on fera une grande page Roland Garros, puisque nous avons passé cette première semaine à Roland Garros et on vous offrira un petit peu quelques coulisses de ce qu'on a pu voir et entendre en troisième partie. Mais avant cela, nouveau décompte, J-57 avant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Londres. Ça tombe bien. La flamme, maintenant, est arrivée définitivement sur Londres hier. Et ici, en Ile-de-France, à Enghien, c'est l'heure du journal des JO. Allez Usain, allez mon vieux, Usain Bolt dans la dernière ligne droite. Allez Christophe, allez David, allez Martial, avec un super départ. Et Mon Sullivan, Alain Bernard, et champion champion. Aujourd'hui, là, c'est ce que tu valais, et puis maintenant, Ouais, il l'est. Il y a peut-être une dernière action de grandeur. putain, on est au show, on arrive quand même à faire carnat, ça me dégoûte la boxe. J-56, donc tu le disais Manu, cette semaine, on a eu énormément de convocations, donc on va commencer avec... la poule pour le hand. Donc pour les filles, donc les Françaises joueront dans la poule B avec la Norvège, l'Espagne, le Danemark, la Suède et la Corée du Sud. Une poule extrêmement dure puisque on a le Danemark champion olympique, champion d'Europe. On a la Norvège qui est ancienne championne du monde, la Corée du Sud que la France n'arrive jamais à battre, donc une poule extrêmement dure. À l'inverse, les garçons auront une poule extrêmement facile, enfin entre guillemets extrêmement facile, avec la Suède, l'Islande, la Grande-Bretagne qui a jamais joué au handball, donc on verra ce que ça donne, et l'Argentine. Ils ont pas mal recruté pour le coup là. Ah ouais, c'est pas un club, mais ils ont pas mal recruté. On les voit dans aucune feuille de stats dans une compétition internationale. En VTT, on aura donc Julien Absalon, double champion olympique, Jean-Christophe Perrault, le vice-champion olympique de Pékin, et Stéphane Tambier. En haltérophilie, on aura 4 Français. En moins de 69 kg, Venceslas Dabaya, le vice-champion du monde de l'année dernière. Bernardin Kingé Matam, également en moins de 69 kg. Benjamin Henquin en moins de 85 kg. Et puis il y aura une fille quand même en moins de 48 kg, Mélanie Noël Bardis.
En BMX, on a eu droit donc également aux convocations chez les hommes de Quentin Caléron, de Joris Daudet et Moana Moekai. Et chez les femmes, Laetitia Lecorguillet et Magali Potier représenteront la France. Enfin, en tir à l'arc, je sais que ça vous excite, monsieur, le tir à l'arc. C'est ce que vous allez regarder. Vous allez regarder ça pendant les JO. Moi, c'était plus le BMX, ça. Je me suis posé la question, je me suis dit. Non, le BMX, c'est bien. Non, j'ai pas vu, je juge pas. Et BMX, on est champion olympique en titre, en plus, chez les filles. Avec Anne-Caroline Chausson. Et lui, il est belge. Ça compte pas. Donc en tir à l'arc, messieurs Thomas Faucheron, Romain Girouille et Gaël Prévost représenteront la France. Donc les compétitions sont du 27 juillet au 12 août. C'est le frère d'Olivier Giroud? Non, je pense pas. Girouille. Ouais. Et dit t'écoutes pas. Allez, on en regarde un petit peu sous la semaine, messieurs. Merci beaucoup, Greg. Reste avec nous parce que tout de suite, eh bien, qu'est-ce qu'il y a tout de suite? C'est le débat de la semaine. Et c'est l'heure du débat. Vous écoutez Initiative Sport sur IDFM 98 FM. À ma gauche, Linden Lutello, à ma droite, Eddy Amari. Vous connaissez le principe, il est très simple. 3 sujets, 12 minutes, un arbitre, de retour parmi nous d'ailleurs, monsieur High Level et son sifflet magique que vous entendez en ce moment même. Et puis pour notre premier sujet, messieurs, mardi, Laurent Blanc a dévoilé sa liste des 23 bleus qui disputeront l'Euro en Ukraine cet été. Certains diront qu'il n'y a pas eu de surprise, d'autres rétorqueront que si. En attendant de réagir, je vous laisse écouter ça. Yoann Gourcuff et Mapou Yanga Mbiwa ne seront pas dans la liste des 23. Alors... Oui, l'éviction de Yoann Gourcuff est totalement justifiée. Pourquoi? Parce qu'il a été transparent. Posez-moi encore une question, vous allez voir. Attention, Mapou, putain, tu peux pas rester avec eux. Tu vas perturber ces expérimentés qui battent tout le monde depuis 6 ans, alors qu'on est ridicule. Posez-moi encore une question, vous allez voir. C'est toujours bien pour la confiance. Il a été transparent, il a surtout été très blessé cette saison. Il a connu un premier exercice avec Lyon qui était compliqué. C'est toujours bien pour la confiance. Messieurs, votre avis? Ah oui, Courbis a complètement pété un câble chez nos amis d'RMC l'autre soir. Messieurs, on a dit Gourcuff et Yanga Mbiwa ne sont pas retenus par Laurent Blanc. Je voulais avoir un petit peu votre réaction par rapport, avant d'aborder les 23, par rapport à ces deux exclus ou ces deux sanctionnés entre guillemets. Non, mais dans le son que je viens de nous passer, voilà, il y a vraiment moi mon gros coup de gueule de la semaine. Comment peut-on résumer la non-sélection de Gourcuff pour l'Euro à son match face à l'Islande? Si Gourcuff n'est pas à l'Euro aujourd'hui, ne va pas jouer à l'Euro demain, ne jouera pas à l'Euro demain, pardon. C'est avant tout, c'est dû avant tout à ces deux dernières saisons catastrophiques avec Lyon, avec peu de prestations de haut vol, peu de coups d'éclat et surtout peu de titularisation. Parce que la vérité de Yoann Gourcuff aujourd'hui, c'est que Yoann Gourcuff a été que 10 fois titulaire. Laurent Blanc l'a pris dans sa pré-liste. Il s'est dit voilà, je vais tenter, je vais faire un pari comme il le fait avec Ribéry, avec Evra, en se disant voilà, avec moi ça va marcher, avec moi ça va tourner. Mais malheureusement, alors que Ribéry et Evra enchaînent les prestations de vol, on peut critiquer Evra, on peut critiquer Ribéry, mais ils sont en place dans leur équipe, que ce soit à Manchester ou au Bayern. Yoann Gourcuff, au jour d'aujourd'hui, n'a joué que 10 matchs en tant que titulaire avec Lyon. Et lorsque l'on veut jouer à ce poste-là qui est stratégique, avoir joué aussi peu dans la saison, ça peut être mauvais pour jouer un championnat d'Europe. Je sais pas, tu parles des gens qui sont en place comme Patrice Evra en club, certes ils font une très belle saison, Evra comme chaque année à Manchester, mais c'est une personne aussi qui méritait pas. Oui, non, mais je parlais sur le sportif, sur le sportif, je parlais uniquement. L'éviction après je comparais l'éviction de Yanga Mbiwa par rapport à ça, parce que Yanga Mbiwa en club il est en place, il a montré cette saison, et au final on voit que on l'a même pas laissé sa chance, il est venu, on a dit oui, on va plutôt partir à 7 défenseurs, donc cette stratégie je l'ai même pas comprise, parce que l'axe central c'est vraiment pour moi le. C'est comme en 98 Linden, il y avait aussi 3 défenseurs centraux. Oui, après voilà, c'est la grande stat qu'on a entendu partout. Paris, mais après il s'est dit mais après on va pas se dire comme cette année il y avait machin. Moi je pense que de base il faut partir avec 4 défenseurs, surtout avec les défenseurs qu'on a actuellement. Enfin après non, mais tu vois là en 98 ce qu'on avait, excuse-moi Eddy, en 90 ce qu'on avait, on avait quand même De Sailly qui était dans une très grosse forme avant la suite bien sûr, et on avait Laurent Blanc qui et c'était une défense qui était quand même bien plus solide que ce qu'on a pu voir, quand même une défense qui s'est fait martyriser par l'Islande, parce qu'on peut dire ce qu'on veut, on a gagné, mais cette défense s'est fait martyriser. C'est un grand mot, martyriser. Il y a eu deux contre-attaques, ils ont mis 2 buts. Elle s'est fait martyriser. C'est un grand mot. Attends, sur 2 contre-attaques, si tu prends 2 buts contre des gars qui, ils jouent dans des séries islandaises et on les a jamais vus nulle part. Oui, ils jouent à l'Ajax, c'est pareil.
On dit ouais, les jeunes de l'Ajax, ils ont tous 18 ans, ils s'entraînent que je sais pas quoi. Il y a rien. Ils se sont fait martyriser par cette défense, comme d'habitude, comme Adil Rami d'habitude. Et pour parler de Gourcuff, bon, on va se rejoindre avec Eddy. C'est vrai que Gourcuff, voilà, qui est devant lui à Lyon, c'est Clément Grenier. À Lyon, Clément Grenier est devant Gourcuff. C'est-à-dire, on parle des blessures et tout, mais il y a des périodes où Gourcuff, il est revenu de blessure, il a eu le temps de rejouer. Il n'a jamais retrouvé son niveau. Et puis, il a pas été blessé toute l'année, les 2 saisons. Il y a des moments où il était là et... Pour moi, l'exclusion des deux est logique. Ce qui m'a un petit peu chagriné, c'est que Laurent Blanc ait mis en avant le fait que Yoann Gourcuff soit blessé à la cheville. Ça va être l'objet de ma prochaine question. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que tu y crois, toi, par exemple? Ça a fait polémique. C'est ce qui a fait polémique ces 2 derniers jours dans la presse parce que est-ce que Laurent Blanc ne deviendrait pas un petit Domenech à l'approche de la compétition? Parce qu'on sait très bien que, comme vous l'avez très bien dit, messieurs, Yoann Gourcuff n'a pas le niveau pour être en équipe de France. Est-ce que c'est pas le premier quoi que la gestion du cas Gourcuff, c'est-à-dire qu'il ait qu'il ait sélectionné son chouchou en se disant je vais lui donner une chance, et puis on a bien vu sur l'Islande qu'il n'était pas là, ne serait-ce que physiquement. Est-ce que messieurs vous pensez pas que c'est le premier quoi? C'est-à-dire que c'est la première grosse erreur de Laurent Blanc si on part du principe que les mutants de Naïsna, les faire revenir, ce n'était pas une erreur. Peut-être être touché par la pression quand même. Bien sûr. On sait pas ce qu'ils se disent en interne, parce que quand il a appelé Gourcuff, il lui a quand même dit peut-être des choses en avance. Il lui a sûrement dit oui, que par rapport au match il faut une grosse prestation, etc. Parce que je sais pas qu'est-ce qu'il attendait de Yoann Gourcuff sur ce match-là. C'est-à-dire que au niveau de la prestation, c'est un match piège. Il y avait une frappe en lucarne, Oui, voilà, mais le truc pas possible. C'est-à-dire que ça serait vraiment un opposé de niveau, comme ça serait un Bafé Gomis qui met un doublé contre le Costa Rica et puis plus rien. C'était ça. Je sais plus, mais c'est pareil. Je sais pas qu'est-ce qu'il a attendu. Donc je pense pour moi c'est une erreur de gestion déjà, parce que même au niveau de Mapou Yangambiwa, c'est-à-dire souvent les coachs ils aiment bien. Après c'est un avis. Je vois Greg qui fait la moue, mais c'est un avis. C'est-à-dire qu'à un moment il le fait goûter au groupe. Voilà, il le fait goûter au groupe. Ça sert strictement à rien de faire goûter au groupe si tu fais pas. On sait très bien qu'il allait sortir. Moi je sais. Non, pour moi je pensais que Anthony Réveillard était plus en danger, ou Matuidi, je sais pas. Est-ce qu'il a peur? Excuse-moi, il a peur d'enlever tous ses milieux. C'est quoi? Il sera même. Il y en a. La moitié ils vont même pas jouer. La moitié vont même pas jouer. C'est ça, mais le problème c'est que dans une compétition comme ça, tu joues à 15 maximum. Donc il faut qu'il y en ait 8 qui soient prêts à ne rien faire. Mais les personnes utiles, à un moment, c'est-à-dire que les mecs dans l'axe, il suffit que Mexès qui est toujours en retard, il prenne un jaune, Rami soit expulsé, il y a un blessé, c'est fini. Non, mais vous oubliez l'essentiel là. Juste avant, je vais faire un petit aparté sur ce que tu as dit sur la génération 98. Là aussi, on n'avait que 3 défenseurs centraux, c'est faux. Lilian Thuram qui a joué à droite, joué dans l'axe. peut jouer aussi dans l'axe. Il a joué dans l'axe cette année. À Parme, Lilian Thuram jouait dans l'axe, et à l'époque, c'était déjà un débat, pourquoi joue-t-il à droite? Donc, je voulais revenir là-dessus et te cacher un petit peu Manu. C'est bon, c'est fait. Laissez faire tout de suite, messieurs. Non, petit jeu. Dernière chose. On parle de Yoann Gourcuff tout à l'heure. On dit qu'il est mal dans cette équipe de France, mais on parle pas de l'essentiel, c'est-à-dire du terrain et de la composition tactique de Laurent Blanc dans ce 4-2-3-1. Dans ce 4-2-3-1 qu'avait Bordeaux pendant les grandes années Gourcuff, Yoann Gourcuff occupait la place de numéro 10, non? Tout à fait. Et Yoann Gourcuff, avec l'équipe de France face à l'Islande, il a occupé quel poste dimanche soir? Il a occupé le poste de numéro 8, laissant le poste de numéro 10 à Samir Nasri. Et l'erreur, pour moi, de Laurent Blanc, je sais pas si c'est un couac de l'avoir pris ou non, en tout cas, il a tenté le pari, ce qui est fait, mais l'erreur de Laurent Blanc, c'est de s'entêter de vouloir faire jouer Samir Nasri au poste de numéro 10. Moi, cette composition face à l'Islande, elle m'avait un petit peu réconcilié avec l'équipe de France. J'avais vu une équipe prometteuse, sans ce traditionnel 6 à la française dont j'ai horreur, et je me suis dit, cette équipe-là, quand j'ai vu la composition, je me suis dit, ça y est, cette équipe, elle est faite pour Yoann Gourcuff. Il va lui mettre toutes les clés en main, le jeu en main, pour qu'il puisse gérer le tempo et que cette équipe soit tournée autour de lui. Et ben non, encore une fois, il a encore mis Samir Nasri en 10. Samir Nasri qui à Marseille jouait au côté gauche avec Giroud dans l'axe. Samir Nasri qui à Arsenal jouait côté gauche alors qu'il avait Fabregas dans l'axe. Et Samir Nasri qui joue côté gauche à City parce qu'il a Yaya Touré dans l'axe. Cet homme-là, ce joueur-là, n'est pas un numéro 10. Dans un 4-2-3-1 qui est un schéma facile à mettre en place, le numéro 10, le poste qu'a Samir Nasri, c'est le poste le plus important en termes de tempo, en termes de rythme de jeu, pour alimenter ses attaquants et pour faire placer ses attaquants, placer ses attaquants. Le problème, il est là, au jour d'aujourd'hui, dans l'équipe de France, c'est on a un schéma et on a certains joueurs qui ne sont pas faits pour ce schéma ou qui ne sont pas à leur place. Mais de toute façon, ils joueront en 4-3-3 en Euro. Mais je pense que quand même Laurent Blanc avait Laurent Blanc, je pense qu'en sélectionnant Gourcuff, peut-être se garder à l'esprit de pouvoir jouer justement en 4-5-1, la formation traditionnelle en 4-3-3 comme il va jouer. Parce que c'est plus possible de jouer en 4-5-1 aussi. Juste messieurs, avant de conclure sur ce premier sujet, puisqu'on est passé pas mal de temps déjà, l'avenir
l'avenir de Yoann Gourcuff? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça va lui permettre de rebondir ou est-ce que justement ça va l'enterrer un petit peu plus? J'espère que ça va lui permettre de rebondir, parce que sinon c'est pas un joueur qui était prêt pour être là, parce que si après un échec, pour être assez bref, Linden, est-ce que Laurent Blanc n'a pas flingué Gourcuff? Non, je ne pense pas. Je sais pas s'il a flingué Gourcuff ou non, mais Jean-Michel Aulas a donné une interview très intéressante en début de semaine en expliquant qu'il y avait un problème avec Yoann Gourcuff au point de vue du mental, au point de vue psychologique. Une dernière chose. En préparant ce dossier, je me suis rappelé d'une petite interview de Maldini qu'il avait donnée en novembre 2010. Maldini en novembre 2010, pour revenir sur le problème, Yoann Gourcuff avait expliqué son problème à Milan, c'était son comportement. Il ne s'est pas montré intelligent dans la manière de se gérer lui-même. Lorsqu'il jouait aussi, il n'avait pas envie de se mettre à disposition du groupe. Sur le terrain comme à l'entraînement, il donnait tout. Il ne donnait pas tout et c'est pour ça qu'il n'a pas gagné le respect du groupe. Au bout d'un moment, il était devenu un corps étranger au groupe. Le problème de Yoann Gourcuff, il est là aujourd'hui, à savoir s'il a les capacités mentales de devenir ce top player qu'on attend depuis des années et qu'on nous a vraiment vendu. Yoann Gourcuff aujourd'hui a 26 ans, normalement il est dans l'âge de maturité d'un grand joueur. Espérons que sa carrière ne soit pas derrière. Juste un truc pour compléter ce que tu disais, Eddie, parce que c'est totalement vrai. Yoann Gourcuff préférait les soirées milanaises que l'entraînement milanais. Voilà. Voilà. On en dira Greg qui pas était plus. à Milan. Un petit coup de sifflet. Écoute, j'espère que tu pourras nous expliquer en quoi ça consistait les soirées milanaises dans une prochaine émission. On connaît tous Silvio Berlusconi. Oh c'est pas vrai. Gourcuff est danseuse. Il y avait donc des hommes aux soirées de Berlusconi, c'est ça que t'insinues aussi. Oh. Oulala, on va se faire des Gourcuff, je t'adore, je t'aime. Tu nous as donné un titre à Bordeaux. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci messieurs, on passe tout de suite au deuxième sujet et avec cette douce musique, DJ Level. Tout de suite avec du foot, on va retrouver Jean Ressegui au Touquet où sont. J'ai dû me tromper de musique, c'est pas grave. Bref, on va passer au deuxième sujet rapidement. Button, Alonso, Rosberg, Vettel, Maldonado, Weber. Voilà le tiercé des vainqueurs de Grand Prix pour cette saison 2012. 6 courses, 6 vainqueurs différents et un record historique. Messieurs, très rapidement après Monaco et le premier tiers de cette saison, qui est votre favori? Favori, je sais pas, parce que je sais pas si on peut vraiment donner un favori tant le circuit cette année est diversifié et tant qu'on a des surprises. Mais pour moi, si au jour d'aujourd'hui je devrais donner un favori, je me tournerais plus vers Alonso, qui a sa nouvelle voiture, la F2012. La F2012 qui encore souffre de pas mal de problèmes de réglage. La voiture n'a pas encore offert tout son potentiel. Mais Alonso est là, il se place, à l'image d'Hamilton, qui sont les deux seuls du circuit, a réussi à se placer dans les points dans chaque catégorie. Et c'est peut-être, dans cette saison-là, 2012-2013, c'est peut-être pas le meilleur qui va gagner, mais celui-là peut-être qui sera le plus régulier. Donc moi aujourd'hui, je suis entièrement d'accord avec toi, Eddy. Entièrement d'accord. Un petit mot Manu parce que c'est toi quand même le spécialiste F1. Alonso toujours dans les points. Non, Alonso, je pense que de toute façon c'est une saison qui se jouera ce sera le plus régulier qui ira au bout. Je vois bien Alonso, je vois pas du tout Vettel pour le coup pour cette saison parce que Vettel. Il y a une rumeur qui a circulé hier comme quoi Vettel signerait partira à Ferrari, mais c'est impossible. Je pense que c'est impossible parce que contractuellement, déjà il a démenti, contractuellement c'est très compliqué et surtout Alonso ne veut pas d'un top pilote avec lui depuis ce qui s'est passé avec Hamilton. Moi je verrais bien et je vais vous dire ça peut être une très très belle saison. Je vois bien déjà un duel à 3 parce qu'il va y avoir, ça va être serré jusqu'au bout, puis il peut y avoir un duel à 3 voire à 4 et je vois bien un duel avec Hamilton et Alonso. Ça va nous rappeler quelques belles frictions. 2007 notamment et je vois bien Weber dans le coup aussi parce que Weber c'est sa dernière occasion. De toute façon moi j'attends beaucoup d'Alonso pour le prochain Grand Prix au Canada parce qu'il y a selon nos sources, on a discuté un petit peu tout à l'heure à la rédac. Il aura un nouvel chez Ferrari on préparait un nouvel aileron, un nouvel aileron arrière, un nouvel aileron avant et de nouvelles suspensions pour sa F2012. Donc s'il arrive à vraiment prendre la pleine mesure de sa monoplace, il pourra aller vraiment très loin cette saison. Et puis, pour finir avec ce débat-là, ce qu'il faut quand même voir, c'est que c'est le seul pilote qui n'a pas un coéquipier qui veut le faire de l'ombre. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une équipe qui travaille pour Alonso chez Ferrari, puisque Massa est un peu mis de côté. Il est complètement au fond du trou, le pauvre Brésilien. Et très clairement, voilà, exactement. Et très très clairement, je pense que de toute façon, quoi qu'il arrive, l'équipe roule pour Alonso, c'est le cas de le dire. Exactement, c'est exactement ça. C'est toujours ce qui s'est passé chez Ferrari de toute façon. Mais une dernière info. Pour moi, celui qui remportera qui sera champion du monde cette année, sera le coureur qui ne fera pas d'accident avec Grosjean. Voilà. Ça c'était bon. 6 Grands Prix, 3 accidents. Après Cornet Fleet la semaine dernière, alors là, chaque semaine, et Marie, tu gagnes ta chronique. Non, mais faudra vraiment résister à la concurrence parce qu'il y a vraiment énormément de concurrence. Donc, c'est juste que tout le monde a vraiment sa chance sur cette année-là et il faudra juste être très solide. Il faudra être solide dans sa tête. Et le coup de sifflet de DJ Level. Et tout de suite, on passe à la troisième partie.
Investigation, reportage, entretien, tout de suite. Place à la dernière partie d'Initiative Sport sur IDFM 98 FM. Messieurs, je vois que vous avez très bien travaillé vos dossiers pour le débat. Je suis très fier de vous. C'était vraiment magnifique. Et non, malheureusement, on n'a pas le temps. Il nous reste que 5 petites minutes. Je voulais qu'on revienne un petit peu sur cette semaine de Roland Garros. Certains d'entre nous étaient sur place là cette semaine. On s'est offert un petit peu de soleil. On a des couleurs. On a pris les couleurs. C'était très ça sympa. s'est rincé. Bravo les gars. Bravo. On voit tout de suite ceux qui sont partis et ceux qui sont restés aux réactions. C'est moi le plus black. Qui sait me parler. Je crois que ça lui a fait extrêmement plaisir. Bah, ils l'ont fait jouer à l'heure du goûter. Elle est sortie. Elle est sortie dès le deuxième tour contre une jeune prometteuse, très prometteuse, Petra Martic, une Croate. Comme d'habitude, on a une seule Française au troisième tour, Mathilde Johansson, que l'on a vu qui est très sympa et qui peut passer son tour parce qu'elle joue contre une Américaine, Laura Stephen. Donc on n'a qu'une seule Française dans le tableau féminin. Tableau masculin, on a des surprises quand même. Des surprises. Belles surprises. Des surprises avec les qualifications de Wilder et au troisième tour, il affrontera Djokovic tout à l'heure. Donc ça, c'est quand même le mec est 256e joueur mondial, il sort des qualifs. Il a un prize money qui va tripler sur l'année avec ce troisième tour à Roland Garros. On a eu On a eu Florence Serra qui a passé un tour mais qui s'est fait sortir. On a eu il y a Benetto. Mahut qui a sorti Roddick au premier tour et qui peut aller un petit peu plus loin encore. On a Benetto qui revient de blessure et qui jouera les JO d'ailleurs. C'est ce que j'ai lu. Oui, ça c'est la grande surprise quand même. Ça peut, oui, parce que Gaël Monfils, ça va se passer sous son nez parce que il est pas là. On sait pas s'il reviendra pour la saison sur gazon. Donc Bennett, il a un beau tableau. Il joue là, au troisième tour, il joue. Attendez, je regarde mon petit tableau. Je sais pas qui c'est qui joue. Je pense encore ça va pas être cette année. On va voir un Français. Tips arrive. Ah, mon grand chouchou Tips arrive. Ça, oui. Tips, il faut que tu gagnes là, vraiment. C'est pour toi. Après, Jo Tsonga est à son habitude, des départs poussifs dans chaque match. Et après, il monte en puissance, il met sa puissance j'ai l'impression qu'il a une pression énorme, Jo Tsonga, qu'il a voulu se la retirer avec cette histoire de aucun Français ne peut gagner Roland Garros. Et ça lui met encore plus de pression. Exactement. Mais chaque année, c'est pareil. Vous comprenez pas? Ça va faire 6 mois, je vous le répète. Il y a un gros problème de mental dans le sportif le tennis belge est bien en forme. Suivez le tennis belge. Ah, justement, on est allé assister à un super match avec Greg. Tiens, je te laisse en parler, Greg. De David Goffin. Goffin, super, magnifique. Goffin contre Stepanek, énorme match avec alors franchement, il faut rendre hommage à tes compatriotes parce que c'est vraiment eux qui mettent l'ambiance à Roland Garros. C'est incroyable. Les matchs des Belges, c'est exceptionnel. On allait voir Rocus, on allait voir Malice, on allait voir Goffin, mais je peux te dire que les Belges, ils sont rouges écarlates. Exceptionnel. Et ils ont des chants, on sera au stadium. Au stade du Roi Baudouin. C'est comme au foot, quand il y a eu France-Belgique, c'était pareil. Alors, mais incroyable. Et puis je voulais quand même rendre un énorme hommage, même si elle a perdu hier, un énorme hommage à Virginie Razzano, qui a sorti au premier tour Serena Williams, un match de dingue. Un dernier jeu qui a duré 25 minutes, 8 balles de match. 5 balles de débreak pour Serena Williams et au final la victoire, un énorme symbole puisque un an plus tôt elle venait de perdre son mari juste avant le tournoi de Roland Garros et là elle bat au premier tour la favorite chez les bookmakers, la favorite chez les spécialistes de tennis, Serena Williams, la première défaite de Serena Williams au premier tour d'un tournoi du Grand Chelem dans toute sa carrière. Alors on va parler, on avait dit les surprises la semaine dernière. Moi je m'étais complètement planté, j'avais annoncé Isner, d'ailleurs quel superbe match, Mathieu Isner hier, c'est peut-être le match le plus incroyable du tournoi. Il nous habitue à ça à chaque fois il aime passer du temps sur le court. Après les 11h05 là, il a encore passé énormément de temps. Mais c'est un autre américain moi qui m'a impressionné, c'est Brian Baker, incroyable ce joueur. Il a accroché Gilles Simon et je peux vous dire que ce mec là, donc on rappelle rapidement l'histoire, il est revenu à Nice la semaine dernière, ça faisait 7 ans qu'il n'avait pas joué au tennis. Il revient à Nice, il fait les qualifications du tournoi de Nice, il arrive en finale du tournoi de Nice, il perd contre Almagro et là premier tour de Roland Garros il sort, il passe le premier tour et deuxième tour contre Gilles Simon qui est quand même 11e mondial, il l'accroche en 5 manches et Gilles Simon a dit en conf de presse que ce mec là va rentrer rapidement dans le top 30. Ah ça c'est sûr, et c'était son 10e match consécutif, imaginez, lui qui a perdu 15 kilos je crois après 5 opérations à l'estomac, c'était franchement incroyable. Allez, si on pouvait donner un petit peu de billes à nos auditeurs côté coulisses, un petit peu, qu'est-ce qu'on a vu un peu cette semaine? Comment ça se passe? Raconte-nous, Greg. On voit tout le monde, franchement, on est gâtés, on voit tout le monde, on voit tous les joueurs sont très accessibles.
Donc on va les voir en conf de presse, on les voit à côté, on discute avec eux. Franchement, il y a rien à dire. Il y a un défilé du PSG, s'il faut dire à Roland. Oui, c'est incroyable. Leonardo, Nasser, El Relaifi, incroyable. Ils veulent refourguer les joueurs. Hein. On a dit pareil. Hein. L'Europe, le tennis. De toute façon, on voit des personnes. C'est un petit peu le gratin. C'est comme le festival de Cannes. Roland Garros, tout le monde se monte. Donc franchement, tous les jours, on voit tout le monde. Venez à Roland Garros, c'est une ambiance de malade. Voilà. C'est incroyable. Et surtout, vous pourrez voir les compatriotes de Linden Lutello, les Belges de service, bien sûr. Merci à tous, mes amis, pour cette nouvelle émission. C'était la 22e. Passez une agréable journée bien à l'écoute d'IDFM 98 FM avec tout de suite ici et ailleurs. Je tiens particulièrement à remercier Linden Lutello, Eddie Amari, Greg Drouillat et Mister DJ High Level, toujours présent à la technique et de retour. Et merci Greg, merci. Et surtout la semaine prochaine, on a plein de surprises pour vous. Pour la 3e partie, ce sera pour de Roland Garros. À la semaine prochaine. Au revoir.